Ce que tu cherches, cela est proche et vient déjà à ta rencontre. Le néophyte que je suis lit cette phrase comme une objection faite au volontarisme de celui qui, à force de chercher les objets, évidemment, se prive de les saisir, à force de ne pas les laisser venir à lui, se prive de les saisir. Est-ce que cette interprétation, Philippe Cabestan, Maxence Caron, vous semble légitime, Philippe Cabestan? Tout à fait. Je crois que c'est une formule. Ce que tu cherches, cela est proche. C'est une formule qui entre en consonance, si on peut dire, avec la conception heideggerienne de la vérité. Il ne s'agit pas d'aller chercher midi à 14 heures. Pas du tout. Et en même temps, je retiens bien ce que vient de dire Maxence Caron, c'est que tout dévoilement est solidaire d'un voilement. C'est-à-dire que il n'y a pas, et ça c'est au cœur de la conception heideggerienne de la vérité, il n'y a pas de conquête de la vérité absolue, il n'y a pas de savoir absolu. Et je crois que ici, Heidegger rompt aussi avec ce qu'on peut appeler la modernité, avec une conception moderne de la vérité, dans la mesure où la modernité prétendrait non seulement dominer la nature, s'en rendre maître, pour reprendre la formule de Descartes, mais aussi la connaître parfaitement, comme si on pouvait la mettre à plat. Et il y a cette idée qui est aussi, qu'on retrouve bien sûr dans la poésie romantique, il y a, on peut dire un secret, il y a des secrets de la nature, il y a voilement et en même temps, il y a dévoilement et voilement. Et je crois que c'est très important aussi même, ne serait-ce que lorsqu'on s'intéresse à d'autres disciplines comme la psychiatrie, la psychologie, peu importe, en sachant que on ne peut jamais véritablement tout connaître. Là, il y a une sorte d'avertissement à l'égard de celui qui veut tout dire ou tout connaître ou tout savoir. Ce n'est pas possible parce que précisément, on est confronté à ce dévoilement et voilement qui sont solidaires. Mais d'une façon assez pratique, d'ailleurs, on pourrait repérer cela dans le fait que bien souvent la vérité est plus mensongère que le mensonge lui-même. D'ailleurs, quand Arsinoé va voir Alceste et lui révèle les turpitudes de Célimène, elle lui dit la vérité, mais ce qu'elle omet de dire, c'est les motifs qui lui dictent ce genre de paroles. Et qu'à cet égard, dans les faux aveux que les individus se font en général, ou les aveux que les individus se font en général, il y a d'autres intentions que celles qui sont mises à l'œuvre derrière le goût de la transparence. De façon générale, la transparence en elle-même est dissimulatrice. Maxence Caron, est-ce qu'un tel modèle, là encore, vous semble adaptable à ce qu'on dit ici? Le problème, c'est qu'avec Heidegger, il n'y a strictement aucun modèle qui peut malheureusement être pris dans la vie des objets, puisqu'il s'agit de porter... C'est trop facile, ça. Non, parce qu'il s'agit... C'est le questionnement même heideggerien qui consiste à aller derrière les objets pour savoir quelle est la condition transcendantale de leur possibilité. Donc on peut malheureusement très difficilement on peut très difficilement traduire Heidegger, que ce soit dans nos expériences quotidiennes. C'est pour ça qu'Être-étant est un livre qui rassure, parce qu'il y a de la description de vie quotidienne, alors que dans les ouvrages suivants, il n'y en aura plus. Donc il y en aura dans les cours, parce que les cours, évidemment, Heidegger reprendra certains fait œuvre de pédagogie, c'est un grand professeur. Oui, c'était un grand professeur, mais simplement de son vivant, ses cours n'étaient pas accessibles. Donc il n'a donné comme image de lui que celle d'un penseur qui allait vers ce qu'il y a de plus en plus irreprésentable, qui est de moins en moins susceptible d'être métaphorisé. Et il y a d'ailleurs très instructif sous nos yeux cette œuvre, ce petit poème de René Char qui s'appelle A. Martin Heidegger, AMH. Donc vraiment, je dirais que le nom de Heidegger fait le titre du poème, et où l'on a véritablement à la fois l'hermétisme de Heidegger et en même temps sa clarté, puisque chez René Char, on est toujours frappé, un peu comme chez Hölderlin, par ces phrases qui ont une syntaxe extrêmement claire et puis finalement qui disent des choses extrêmement complexes. Mais alors, sans vouloir le traduire justement, est-ce que l'idée ou la notion d'une lumière qui ne dissipe pas les ombres, mais qui les affirme, semble alors cette fois-ci une métaphore plus adéquate?
Alors oui, alors là, sur la lumière et l'ombre et la nuit, etc., on peut, effectivement, puisque Heidegger lui-même a beaucoup joué sur le terme de Lichtung, dont le suffixe cette fois est en ung, ce qui signifie un acte, et non pas en Heit, comme tout à l'heure, qui signifie un état. Voilà. Donc la Lichtung, c'est véritablement l'acte par lequel l'être va lichten. On va faire une phrase heideggerienne, die Lichtung lichtet, je sais pas s'il l'a dit, cette phrase, mais comment traduire Lichtung? On traduit couramment par l'éclaircie, mais justement, alors en traduisant par l'éclaircie, on ne rend pas compte de cette espèce de pulsivité par laquelle il y a possibilité pour les étangs de paraître, de naître au jour. Bon, et cette éclaircie n'est pas claire. Ce qui vient derrière l'éclaircie pour permettre aux étangs de venir s'ébattre dans la clairière, je dirais, du monde, ce qui est derrière pour pouvoir donner à ces étangs leur rayonnement, eh bien, est totalement lui-même ombrageux, nocturne. Et donc, ce poème de René Char est très court. Il dit la chose suivante, qui est pas, au premier abord, totalement incompréhensible. L'automne va plus vite en avant, en arrière que le râteau du jardinier. Premier vers. Deuxième vers. L'automne ne se précipite pas sur le cœur qui exige la branche avec son ombre. Bon. Passionnant. Donc, et évidemment, c'est en fait c'est une description de toute la philosophie heideggerienne. Pourquoi? Parce que l'automne, c'est évidemment la saison crépusculaire. C'est le moment où la lumière se retire. C'est véritablement en quelque sorte l'essence même de l'être, le fait de se retirer pour laisser paraître quelque chose. Et cet automne va toujours plus vite que le râteau d'un jardinier. Et le jardinier, c'est qui? C'est l'homme moderne, celui qui essaye de ratisser tous les objets pour qu'ils soient à sa disposition, pour qu'il puisse en jouir, pour qu'il puisse les consommer. C'est l'époque de la technique. Bon. Eh bien, l'automne va plus vite en avant, en arrière, quoi qu'il arrive, que le râteau du jardinier. Si on s'approche de l'objet, alors son fondement recule. Si au contraire on laisse l'objet approcher, eh bien, il va envahir en quelque sorte la réflexion. On ne pourra plus rien penser. Et alors le deuxième vers, l'automne ne se précipite pas sur le cœur qui exige la branche avec son ombre. Eh bien voilà, il se trouve qu'à Heidegger, sa pensée, et ça, Char, évidemment, était en communion complète avec cette manière de penser, évidemment, le cœur qui exige la branche avec son ombre, le cœur qui accepte que la branche est sa part d'ombre, eh bien, autrement dit que l'étang soit entouré d'un halo de nuit, eh bien, ce cœur-là ne subit pas ce qui est automnal dans le retrait de l'être. Dans le pays de René Char, les arbres sont libres de n'avoir pas de fruits, Maxence Caron. Oui, mais nous parlons d'ombre, hein. Et je dirais peut-être que le fruit de l'arbre pour René Char, en l'occurrence, ce serait l'ombre. Et l'ombre comme un fruit, ce serait une manière pour Heidegger de montrer que finalement ce retrait n'est pas seulement à voir de manière crépusculaire comme une sorte de saison automnale, pas du tout. L'automne, c'est du côté un peu évidemment un peu triste, mais l'ombre n'est pas automnale au cœur qui arrive à voir dans le retrait de l'être un don. Et il n'y a pas de don chez Heidegger sans retrait. Pour que l'étang soit, il faut que l'être, eh bien, reste en retrait. C'est pour ça que le voilement, il n'y a pas d'abord un dévoilement puis un voilement, il y a une simultanéité des deux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas représenter ces choses-là. Mais vous voyez la difficulté dans laquelle on se trouve face à une telle œuvre.